Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité, de la guerre, de l'inflation et surtout le sujet du jour, c'est l'effet de change. Un phénomène qui pourrait vous ruiner si vous ne faites pas attention. Donc, on va utiliser un petit outil que j'ai créé pour faire des petites simulations et puis on va parcourir les causes, les conséquences et tout ce qui va avec. Donc, on commence par l'actualité. Bien évidemment, vous savez qu'il y a la guerre Israël contre l'Iran en ce moment, des tensions géopolitiques. Pourquoi? Parce que l'Iran est en train de développer un programme nucléaire. Ils disent que c'est pour usage civil, alors que les Israéliens disent que c'est pour usage militaire. Donc, confrontation, les États-Unis menacent de s'en mêler. Donc voilà, grosse incertitude par rapport au Moyen-Orient. Qui dit Moyen-Orient dit pétrole, dit incertitude de l'offre et de la supply chain mondiale, dit l'or noir qui monte, pétrole qui monte. Donc la dernière vidéo que j'ai fait la semaine dernière en parle. Mais même à part la guerre, on a beaucoup d'autres catalyseurs qui feront monter les prix du pétrole, ou au moins qui les laisseront vers ces eaux-là. Parce qu'il y a beaucoup de hedge funds et d'analystes qui disent que ça va plonger dès la fin de la guerre. Moi je dis que ça va rester comme ça, voire ça va augmenter un tout petit peu. Ça va se stabiliser entre 80 et 85. Et puis c'est le cours normal que je vois sur le pétrole qui va profiter aux pétrolières. Donc un upside, une espérance de montée sur les pétrolières, Total, tout ça. Mais ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Par rapport à la guerre, les États-Unis menacent de s'en mêler. Et j'ai vu cette vidéo rigolote qui montre que Trump dit le meilleur que je peux, c'est 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Parce qu'il a dit que dans 2 semaines, il déciderait s'il attaquerait ou pas l'Iran. Parce que les États-Unis sont les seuls à avoir une arme aussi puissante qu'une arme nucléaire, mais utilisée pour les destructions de bunkers et de tout ce qui est sous terre. Donc c'est un avion, il lance une bombe, un missile. Ce missile, il traverse la Terre à une certaine profondeur bien programmée et il explose sous terre. Donc, à part ça, ils ne pourront pas exploser les infrastructures de Fordow en Iran, où il y a les travaux les plus avancés sur le nucléaire. Ils disent soit ça, soit Israël va utiliser une bombe nucléaire tactique, mais là, ça va beaucoup escalader le conflit. Bref, tout ça est bénéfique pour nos pétrolières, tant mieux, mais malheureusement, il y a des civils qui meurent, des innocents, et là, ce n'est pas souhaitable. Autant se hedger contre tout ça en ayant du pétrole ou des pétrolières, c'est ce que je recommande. Et bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est mon avis. Après, il y a Powell, il s'illustre en tant que meneur dans cette photo, où il est élégant, bien évidemment, c'est une fausse. Il a décidé lors du dernier entretien de ne pas baisser les taux d'intérêt, ils sont toujours à peu près à 4%. Par contre, vu son discours qui commence à être accommodant, les analystes tablent sur 2 baisses des taux jusqu'à la fin de l'année, donc en 2025. Ce qui porterait les taux à peu près à 3,50, 3,75. Donc 2 baisses de taux de 25 points de base, effectivement. Pourquoi je parle de Powell? Parce que les taux sont hauts et la politique de Trump avec le Big Beautiful Bill creuse le déficit et la dette. Donc là, juste récemment, cette photo a été screenée récemment, même pas un mois, le déficit public national aux États-Unis explose. On est à 37 trillions, donc 37 000 milliards de dollars de dette. Le déficit, c'est-à-dire ce qu'on paye contre ce qu'on gagne. Donc on gagne tel et tel nombre par les impôts, tout ça. On paye la dette, on paye les retraites, tous les postes de dépenses, et il nous reste encore un déficit de 2 trillions, 2000 milliards chaque année qu'on rembourse en empruntant encore plus. Donc dites-vous que c'est une trappe à dette comme pas possible. La seule solution, c'est soit le désendettement, soit une croissance si puissante que ce qu'on gagne suffit largement à rembourser et à combler le déficit. Mais ce n'est pas gagné. Donc la dette nationale explose, ce qui fait baisser les obligations d'État, parce que la dette, c'est des dollars, et il y a trop de dollars en circulation. Donc l'inflation persistera toujours un petit peu. C'est pour ça que les taux sont toujours hauts, et c'est pour ça que Trump râle toujours sur Powell, parce que les taux sont trop hauts, et ça ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Voilà donc par rapport au dollar qui commence à être trop répandu dans les marchés, ce qui crée quelque chose d'autre, surtout avec les politiques de Trump, par rapport aux tarifs, par rapport au Beautiful Bill, tout ça. Le dollar qui baisse depuis le début de l'année. Et il baisse très fortement. On est dans les ordres de 9,5 et encore, ça remonte légèrement par rapport au conflit géopolitique. Les gens se réfugient encore dans le dollar. Très légèrement, ce n'est plus une monnaie de réserve, mais
Ce n'est plus la baisse d'il y a 2 semaines avant le conflit, où c'était à moins de 10% de baisse. Enfin, plus de 10% de baisse. Ça, le DXY, c'est un panier de devises auquel on compare le dollar. Donc dollar contre dollar canadien, l'euro, le yen, franc suisse, plein de devises. Et le dollar baisse contre ces devises. L'euro, depuis un mois, il explose, 1,16, donc c'est beaucoup 1,16, hein. C'est vraiment beaucoup. Je me rappelle, après l'investiture de Trump, c'était un 1,02. 1,02, là c'est 1,16, donc ça a explosé à la hausse. Le dollar enfin, l'euro a explosé à la hausse par rapport au dollar, ce qui n'est pas vrai. C'est parce que le dollar a explosé à la baisse par rapport à l'euro. Certes, l'euro a un petit peu gagné aussi parce qu'on se réfugie dans l'euro en obligation par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis, mais quand même, c'est le dollar, la baisse du dollar qui a provoqué tout ça. Ce qui n'est pas sans conséquence par rapport au SP500, parce que le SP500, il est liblé en dollars. Donc, pour ceux qui ont commencé en janvier, si on achète le SP500 le 1 janvier, on est à 0%, puis on baisse par rapport à tout ce qui se passe en mars-avril, puis on remonte. On remonte, là, on est encore en mai, mais si on ramène la courbe jusqu'en juin, on est à peu près 2% de hausse ou 1,5% de hausse depuis le début de l'année. Sauf que cette courbe, elle est en dollars. Le détenteur de SP500 en dollars ne sent pas qu'il perd de l'argent parce que son SP500 monte. Par contre, si on ramène tout ça en euros, là, on perd beaucoup d'argent. On perd beaucoup d'argent. Parce qu'en mai, on perdait 10%. Alors que celui qui était en dollars ne perdait que 1, 80%, un truc comme ça. Donc, le dollar a tellement baissé que pour les non-détenteurs de dollars, détenir des actifs américains est une mauvaise idée. Et ça l'est encore. J'ai créé un outil pour un petit peu vous faire des simulations. Donc regardez, là j'ai pris les valeurs actuelles. Donc là le SP500 aujourd'hui, le 20 juin 2025. Et là c'est l'USD euro. C'est pas l'euro USD, c'est l'USD euro. C'est combien un USD, 1 dollar vaut d'euros. Donc aujourd'hui, le 20 juin, 1 dollar vaut 0,86 euros. Très bien. Première étape, le SP500, comme j'ai dit, il est liblé en dollars. Ben, je vais le ramener à l'euro. Donc on va dire qu'un SP500, une part d'SP500, l'index, vaut 5967 dollars. C'est le cours des futurs de toute façon. On multiplie par ça, ça nous donne combien il vaut en euros. Si il était coté en euros, le SP500 vaudrait ça. D'accord? On va prendre maintenant une hypothèse où le SP500 explose à la hausse 10% et où le dollar baisse de 10% par rapport à l'euro. Ce qui nous donne T1 c'est temps 1, T2 c'est temps 2. Donc le résultat, le SP500 qui monte de 10%, ça nous donnerait 6560 à peu près. Très bien, on monte. Le dollar qui baisse de 10%, ça nous donnerait 1 dollar qui vaut 0,78. Vous vous direz, c'est pas grand chose. Et de toute façon, si vous êtes aux États-Unis, vous le sentez pas. Si vous utilisez vos dollars pour vivre, vous n'avez pas de comparatif, donc vous le sentez pas. Par contre, si vous avez un portefeuille multidevises, vous vivez en euros, vous êtes en Europe, et vous avez du SP500, ou vous avez du Google ou des trucs en dollars, bah vous allez le voir. Du coup, 1 dollar vaut 0,78. Maintenant, on va ramener ça en euros. Donc même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. On va multiplier ça par ça, et on aura ça. Bah regardez, on est encore moins qu'avant. Malgré la hausse de 10%, on a encore plus baissé qu'avant. Parce que le moins 10 de baisse est plus fort que le plus 10 de hausse. On dit que c'est asymétrique. Ce n'est pas un effacement. C'est pire si c'est moins 10. Et en fait, le moins 10, on ne le voit pas. On ne le voit pas, on n'en parle pas beaucoup. Le Forex, c'est quelque chose que pas beaucoup surveillent. Moi, je surveille et je le prends en compte dans mes investissements, mais la plupart du temps, les gens ne le surveillent pas. C'est pour ça que vous sentez que votre performance n'est pas bonne alors que l'SP500 explose. Si vous êtes en Europe, bah, c'est par rapport à ça. Si on veut équilibrer la donne, je pense, on est à 11. Voilà. Donc là, à peu près, on est flat. Allez, je pense, on va mettre 11, 12. Voilà, 11, 12, on est flat. Dites-vous qu'il faut faire 11% pour juste effacer 10% de baisse. Et 11%, est-ce qu'on va les faire ou pas? Les risques géopolitiques, les tarifs douaniers. C'est difficile, c'est compliqué. Et c'est ce qui explique cette courbe. Donc voilà, maintenant, je vous ai trouvé ce graphique qui est très important. Pourquoi le SP500 ne fait que monter depuis toujours? Pourquoi le SP500, il ne fait que monter? On va faire ça, SP500. Hop.
Voilà, aujourd'hui il a baissé un petit peu, c'est pas grave. Pourquoi il fait baisser et pourquoi il ne fait que monter depuis toujours? Vous allez me dire parce que les profits augmentent, tout ça, l'inflation, mais en fait c'est pas tout. Le SP500 ne fait qu'augmenter parce que le dollar ne fait que baisser. La vraie augmentation du SP500 est beaucoup moins forte, voire elle n'est pas vraie si on regarde les graphiques. Parce qu'on dit après inflation. Oui, après inflation, mais ce n'est pas vrai. Pour voir si le SP500 augmente, SP500 ou tous les index, hein, si on comparait le SP500 à quelque chose qui est tangible et qui reste et qui a une valeur d'étalon, on aurait une comparaison beaucoup plus réelle. Donc là, dans l'exemple, on compare le SP500 à l'or. Là, c'est le graphique le plus grand, le plus long que j'ai trouvé. Donc, regardez, au début, c'était à peu près à l'équilibre. Donc, avec un SP500, SP500, dites-vous bien que c'est l'index. Avec un SP500, on pouvait s'acheter une once. Donc, si l'once à l'époque valait 200, le SP500 valait à peu près 180, un truc comme ça. Puis ça explose, ça monte un petit peu. Guerre mondiale, ça s'écrase. Un SP500 ne peut même pas nous acheter un quart d'once. Pourquoi? Guerre mondiale. Plus ça explose, plus ça redescend. Là, il y a beaucoup d'inflation, c'est la crise pétrolière, plein de choses. C'est l'époque Volcker, là où il a explosé les taux d'intérêt jusqu'à 12% de mémoire ou des trucs comme ça. Puis la crise des 2000, et puis là, on est là. Je reviens et je zoome depuis les années 2000. Dites-vous bien que celui qui a acheté le SP500 en 2000 est perdant en termes réels aujourd'hui. Parce que si on compare son SP500 à l'or, il est perdant. Et il a beaucoup, beaucoup perdu. Il a même fait moins 50% ou pire depuis les années 2000. Ce qui vous dit que il faut raisonner en termes d'opportunité, en termes de monnaie. Si on achète un ETF en monnaie de singe et que l'ETF monte moins rapidement que la monnaie de singe, s'écroule, ce n'est pas bien. Parfois, on dit que l'or ne sert à rien, mais c'est une très bonne protection contre la dévalorisation de nos monnaies. Soit il faut arbitrer, soit il faut être plus actif dans nos investissements, ou sinon, hedger nos portfolios, nos portefeuilles, en ayant un petit peu d'or, en ayant un petit peu de monnaie sous-valorisée, monnaie survalorisée en ETF. Bref, il faut plonger, se documenter pour, euh, pour ne pas subir les conséquences de la dévalorisation monétaire. Parce que regardez-moi bien, 2008, il y a eu une crise en 2008, on est là. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2008? En 2008, il y a eu un effondrement de la bourse. Un effondrement de la bourse, effondrement de tout le système financier. Là, l'or vaut très cher. Donc on revient à moins 1. Donc à moins de 1, pardon. Donc l'or, une once d'or, vaut beaucoup plus qu'un SP500. Un SP500 ne peut même pas nous acheter une once. Donc si ici vous avez acheté la bourse, vous êtes bon. Si ici vous avez acheté la bourse, vous êtes bon. Si ici vous avez acheté la bourse, vous êtes bon. Et ça nous donne en fait, l'impression, enfin pas l'impression, mais des indices comme quoi aujourd'hui la bourse n'est pas survalorisée. Parce que l'or est très haut. Quand l'or est très haut, ça nous montre que la monnaie est sous-valorisée à un niveau qui est exceptionnel. Donc aujourd'hui, moi qui ai de l'euro ou qui ai de l'or, c'est intéressant d'échanger mon or contre de l'SP500, d'échanger mes euros contre de l'SP500. Parce que c'est raisonnable, 1,5, moins de 2, c'est raisonnable. Une meilleure opportunité encore, ça serait d'attendre que ça descende et que ça casse les 1,5, voire les 1. Et ça va le faire en fait, ça va le faire. Faut juste que l'once continue de monter ou que le dollar continue de baisser, ce qui va sûrement se produire après la baisse des taux d'intérêt de la Fed qui va bientôt venir. En fait, les monnaies fiat ne peuvent pas résister. C'est pour ça que le Bitcoin est très populaire, que l'or est très populaire. Moi, je dis investissez dans les dividendes, investissez dans des entreprises de croissance et faites des coups. C'est-à-dire arbitrez, ne restez pas, ne subissez pas les baisses, les hausses, ETF, 20 ans de DCA. Non, sinon vous allez subir ça. Parce que la monnaie dans laquelle vous investissez, surtout aux États-Unis, elle est pourrie. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Là, c'est l'or. Depuis les années 80, ça explose. Ça explose parce que le dollar s'écroule. Et regardez-moi bien cette courbe, elle ressemble étrangement à cette courbe. Non, vous ne trouvez pas? Ça, c'est la courbe de la dette américaine. Plus la dette augmente,
plus le dollar baisse, plus l'or augmente. C'est simple. Et comme je vous ai montré au début, 2 trillions de déficit, 37 trillions de dettes. Ce n'est pas impossible, enfin, ce n'est pas possible de rembourser ça. Quoi qu'on en fasse, à moins de faire une politique vraiment anti-argent gratuite, on enlève les retraites, on enlève la sécurité sociale, on enlève toutes les dépenses inutiles et on redonne la valeur à l'argent. Enfin, l'argent, pas la matière première, mais la monnaie. À moins de faire monter les taux d'intérêt pour redonner la valeur à la monnaie, dites-vous bien que cette courbe va continuer à monter. Et là, c'est 2024, là, on est à 37. Donc cette courbe va continuer à monter, cette courbe va continuer à monter, et cette courbe va continuer à baisser. Donc si vous êtes déjà dans l'SP500, vous allez continuer à perdre de l'argent, même si vous faites des bonnes performances. Donc là, on peut même mettre, supposons d'ici 3 ans, supposons d'ici 3 ans, vous faites en cumulé 33%. Ok, d'ici 3 ans, facile, on perd 25%. On est flat. Sur 3 ans, on est flat. Avec les hypothèses. Dites-vous bien qu'il faut faire des coups, changer de devise, être intelligent et voir ce qui nous entoure. DCA SP500, DCA SP500. Désolé pour le truc, mais c'est pour les gens qui veulent juste perdre le moins possible. Parce que tu vas perdre si tu fais ça. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair et que j'ai donné un petit peu de valeur dans cette vidéo. J'ai parlé sans script, juste avec des diapos que j'ai sélectionnés. J'ai parlé avec beaucoup d'émotion, mais bon. Là, c'est quelque chose qui est un petit peu indépendant par rapport à ce que j'ai dit. C'est le cash available, c'est-à-dire le cash dans les portefeuilles prêt pour être déployé dans les marchés. En avril, il y a eu le moins de cash possible. Encore aujourd'hui, c'est moins de cash possible. Ça veut dire que il y a très peu de cash pour acheter le marché. Donc, le marché a beaucoup, le marché n'a pas beaucoup de upside, n'a pas beaucoup de marge pour monter. Il n'y a pas beaucoup de cash à être déployé. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, pour se protéger de l'inflation, pas de la perte de change, pour se protéger de l'inflation, achetez plus d'actifs. Plus d'actifs, plus de revenus. Comme ça, vous pouvez vous protéger, vous pouvez avoir le levier pour aller acheter par exemple de l'or, pour aller acheter des monnaies sous-évaluées qui vont monter dans des pays rigoureux, acheter des choses décorrélées de la bourse et des monnaies comme de l'immobilier. On peut même gagner sur l'effet de change en achetant un crédit, en prenant un crédit. Un crédit sur une monnaie qui baisse, c'est un short sur cette monnaie. Et en fait, là, pourquoi Trump et son administration font le maximum pour faire baisser le dollar? C'est pour emprunter plus avec des taux moindres, avec des dollars moindres pour rembourser ça. C'est comme si ils shortaient ça avec le dollar pour rembourser moins en termes absolus. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, mais c'est comme si je m'endettais sur 3% en euros actuels et que je remboursais d'ici 20 ans mon appart. Au fur et à mesure que ces 20 ans s'écroulent, moi je rembourse en euros. Et l'euro se dévalue, il y a de l'inflation. On parle même pas des taux là, on parle juste de la dévalorisation de l'euro. Je paye avec des euros qui ne valent plus rien. Moi j'ai des assets, des actifs qui me donnent encore plus de revenus, plus d'euros. Et c'est gagnant en fait, à condition que l'euro baisse. Donc voilà comment on peut shorter une monnaie en prenant du levier ou du crédit ou de la dette. Donc voilà, n'oubliez pas d'acheter toujours plus d'actifs. Et puis j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Et à bientôt. Merci.